Bonjour, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Coralie Dubost. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de la 3e circonscription de l'Hérault. Alors première thématique, quelle analyse vous faites de la gestion de la crise sanitaire en Occitanie? Si je vous pose la question, c'est que c'est à la fois décrié et en même temps encensé, c'est toujours très compliqué de s'y retrouver sur la gestion de crise. Donc quelle est votre analyse? Alors mon analyse, elle va partir d'un premier constat et d'une observation qui est générale, puisque c'est une pandémie qui est mondiale. Moi j'ai beaucoup aimé les propos, je vais les reprendre à mon compte, de la première ministre finlandaise Sanna Marin, qui est socialiste et écologique, donc qui n'est pas du tout de mon parti, et qui dit cette phrase à propos de cette crise et de la façon dont on la gère, quel que soit le pays du monde. Elle dit que si l'on cherche une gestion de crise et une situation parfaite, on est condamné à se sentir en sentiment d'échec. C'est impossible parce que vous êtes sur une crise qui est inédite, avec un virus qui est nouveau, avec un État qui par le passé, dans les gouvernements précédents, n'avait pas imaginé de telle gestion de crise et de telle pandémie, et donc n'avait pas ni formé ses équipes, ni ses hôpitaux, ni approvisionné le matériel, et il a fallu tout faire d'un coup. Tout faire d'un coup, c'est pas impossible, puisqu'on l'a fait, mais forcément, vous avez des aléas, surtout quand tous les États du monde font tout d'un coup. Parce qu'aucun pays n'était préparé à cela, pas même l'OMS, et on a dû s'adapter finalement quotidiennement à tout ce qui se passait. Avec les changements de doctrine aussi des scientifiques, ça c'était pas simple. Souvenez-vous, au tout début, je me demande comment on a pu, même tous collectivement à l'échelle mondiale, penser ça, mais au tout début, on croyait que c'était une sorte de grippe chinoise. Et il a fallu que ça arrive en Italie et que l'on voit les dégâts et le désastre des hôpitaux italiens pour être informé du fait que c'était beaucoup plus dangereux que ça. Ça a été très compliqué. Je trouve que c'est un effort à la fois individuel et collectif de résilience et d'agilité permanente. Ça nous met un peu à rude épreuve parce que l'humain, sa caractéristique, c'est d'anticiper, de prévoir, de programmer, d'organiser, de planifier. Et là, vous ne pouvez pas être dans l'anticipation permanente puisque vous avez une part d'incertain sur ce virus. Et puis, il est inédit de vivre de façon démocratique avec une pandémie. Les générations précédentes qui ont connu des pandémies n'avaient pas pour objectif finalement de sauver autant de gens et laisser beaucoup plus les épidémies courir. La grippe espagnole avait traumatisé nos aînés. Je ne sais pas vous, mais moi je me souviens de ma grand-mère, aujourd'hui défunte, mais qui en parlait. C'était une expression dans sa vie courante quand on tombait malade. Elle nous disait « tant que ce n'est pas la grippe espagnole, tout va bien ». Donc on sentait le traumatisme des populations. Là, je trouve qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on a changé de civilisation, on veut protéger le plus de monde et on veut sauver le plus de vies et on s'organise tous collectivement pour le faire. Mais c'est évidemment très difficile parce que vous recevez de l'information au compte-gouttes et que donc vous devez prendre des décisions au fur et à mesure de l'état des connaissances scientifiques. Dans ce cadre-là... Mais vous comprenez, parce qu'à l'échelle locale, ouais. On va dire par exemple régionale, il y avait eu la question des masques par exemple, qui posait problème au tout début de la pandémie, a été rapidement pris en main. Il y a une critique qui est assez forte au local, en disant le gouvernement veut gérer, mais en fait n'y arrive pas, il faut laisser les coups des franches aux collectivités locales. Est-ce que vous comprenez cette impatience, on va dire, dans la gestion, et cette volonté on va dire, de gérer moins au compte-gouttes, comme vous dites, moins au fur et à mesure, mais plus anticipé? Alors déjà, ils n'ont pas anticipé parce qu'ils ont réclamé des masques au moment où on en distribue déjà en France. Donc c'est pas de l'anticipation, c'est de la politique. Il n'y a aucune originalité. En plus, c'était d'une banalité extrême. C'est-à-dire tous les présidents de région ont fait ça, qu'ils soient de droite ou de gauche. Vous aviez une union des oppositions et des collectivités pour aller. Après, chez les élus locaux, chez les maires, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de responsabilité et d'accompagnement. Et c'était intéressant parce qu'ils nous posaient la question de comment est-ce qu'on peut être utile. Ils ne préemptaient pas une compétence d'État, ils ne venaient pas dire je vais faire les choses à la place de l'État. Ils disaient je sais ce que l'État a à faire, comment est-ce que moi je peux aider pour mon pays et pour les habitants de ma ville. Et on trouvait des choses à faire ensemble. On a besoin, je pense, de travailler tous ensemble. Après que les régions françaises aient décidé de faire beaucoup plus de bruit, non, parce qu'ils ont parlé de faire eux-mêmes leur propre commande de vaccins. Oui, mais moi c'est avec grand plaisir. Je les regarde faire, je leur propose de le filmer et qu'on observe tous la séquence. D'accord, du coup c'est beaucoup de bruit pour rien, c'est ça en fait pour vous? C'est beaucoup d'agitation pour se sentir exister dans une période qui est politiquement difficile pour tout le monde, parce que qu'on soit à gauche, à droite, écolo, centriste, les projets politiques classiques
ne peuvent pas se dérouler. Donc il y a un sentiment de frustration, comme pour les Français qui ne peuvent pas exécuter leur travail de la même façon qu'auparavant. Les politiques sont privés de leur façon de dérouler un plan d'action local. Donc ils essaient d'aller sur la crise. Mais pour moi, c'est plus l'expression d'une frustration et d'un sentiment d'impuissance et d'inutilité. Mais on est ravis quand on peut travailler avec eux main dans la main et pas l'un contre l'autre. Ça, c'est un peu dommage. Avant de revenir à la politique, vous avez lancé une initiative en fait, pour récupérer, par le biais d'un questionnaire, sur les étudiants de l'université, d'avoir un petit peu leur ressenti. Il semblerait que vous ayez reçu beaucoup de réponses. Vous avez commencé peut-être un peu à analyser, vous avez pu faire une petite synthèse de toutes ces réponses, peut-être ce mal-être étudiant qui doit être assez fort. Oui, alors ça c'est saisissant parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de réponses si vite. Je dois rendre vraiment hommage au travail du doyen Guylain Clamour à Montpellier pour la faculté de droit. Qui a énormément relayé. Oui, qui fait un travail remarquable avec ses étudiants. On a été en contact permanent pendant cette crise. Il m'a signalé à chaque moment où il pensait que les difficultés s'aggravaient pour les étudiants, et notamment pendant les vacances de Noël, on a pu échanger à la rentrée de janvier. Et il me disait la grande détresse qu'il pouvait y avoir chez les étudiants. Donc j'ai voulu alerter mon Premier ministre, mes ministres en général. Je n'entendais pas trop la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche prendre position sur le sujet, ce qui m'inquiétait un petit peu parce que j'entendais moi une grande détresse. J'ai échangé avec mes collègues au Parlement qui m'ont dit qu'eux aussi, sur les circonscriptions où il y a des étudiants, dans les villes étudiantes, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, il y avait le même ressenti. Et donc on s'est dit qu'il fallait que nous, on passe à l'action en attendant que le gouvernement se saisisse du sujet. Et on a élaboré avec mon équipe ce questionnaire qu'on a adressé aux étudiants, aux doyens des universités, libre à eux de le transférer ou pas, aux associations étudiantes, etc., pour évaluer aussi quel était le point le plus difficile pour eux. Est-ce qu'il s'agissait d'une perte de revenus, de perte de travail, de difficultés à se nourrir, d'isolement, de difficultés à faire ses études à distance? Je voulais vraiment essayer de comprendre quels étaient les principaux points difficiles, parce que très spontanément, en trentenaire, quarantenaire ou quelqu'un qui est dans la vie active va se dire que le plus difficile, c'est peut-être d'un point de vue financier, de sourire, les petits jobs, etc. qui ont fini. Mais en fait, ça n'a pas du tout été leur réponse. Et c'est là où je dis que j'ai été très surprise et que ça a été très enrichissant, leur réponse. On a eu je crois qu'on a eu 1500 réponses en 4 heures. C'est quand même énorme. C'est que vraiment le premier item pour eux de grande difficulté, c'est la perte de possibilité de projection dans l'avenir. L'isolement et la perte d'avenir, parce qu'ils sont en construction. Les années d'université, les années de fac, mais si vous êtes en BTS, c'est la même chose. Ce sont des moments où vous vous projetez dans l'avenir, où vous vous imaginez demain. Ne plus pouvoir vous imaginer demain parce que la société est à l'arrêt, que vous ne pouvez plus échanger avec personne, c'est terrible. Et donc il y avait une détresse profonde sur cette perte de projection. Et numéro 2, l'isolement. Parce qu'en fait, en faisant les cours de 8h du matin à 20h, 8h du matin, 8h du soir en visio, et avec le couvre-feu, forcément, ils ne voient absolument personne. Et la question des revenus et des modes de vie, enfin de la possibilité de son mode de vie, est arrivée peut-être en 5e ou 6e position. Je ne dis pas que ce n'est pas important, et bien sûr qu'on y prête une grande attention. D'ailleurs, il y a le repas à 1 euro pour tous, etc. Mais ce n'était pas la première chose qui ressortait des échanges. J'ai été très touchée, je tiens à les remercier de leur confiance, parce que beaucoup m'ont aussi adressé des témoignages personnels en dehors du questionnaire, par mail, ou ont appelé mon équipe. Et on a pu discuter, et il y a véritablement des étudiants qui vivent de grandes difficultés. Et qu'est-ce qui va pouvoir en sortir factuellement du coup de cette petite étude, on va dire, entre guillemets? Alors, je pense que les mesures, j'en avais parlé au président de la République bien évidemment, je pense que les mesures qui ont été adoptées sont bonnes, leur permettent de revenir un petit peu à l'université, de refaire du lien, de sortir de l'isolement, de pouvoir commencer à réimaginer un monde ensemble, ça c'est très important. Le fait de faire le repas à 1 euro pour absolument tous les étudiants, boursiers, non boursiers, c'est aussi une bonne mesure. Le chèque psy, entre guillemets, la possibilité d'aller voir un psychologue dans cette période difficile où on a tous une épreuve à surmonter, ça c'est aussi une considération concrète du besoin de surmonter cette crise et ce qu'elle peut entraîner de tout à fait particulier pour un jeune de 18, 19, 20, 21, 22 ans. Donc je pense que ça sont des bonnes choses. Après,
il faut être très prudent parce qu'il y a les variants, mais l'idéal serait de leur permettre de reprendre des cours par rotation, bien sûr dans des conditions sanitaires très strictes, mais de leur permettre de reprendre un peu de vie à l'université. Avant peut-être de reparler des étudiants, je voulais vous faire parler un petit peu d'En Marche sur le territoire, parce que à la fois ils sont visibles, on va dire, aux télé, dans les médias, mais assez peu visibles sur le territoire. Je parle à la fois des députés ou plus localement des militants. À Montpellier, ils sont partis très divisés sur la campagne des municipales. Il y en avait un peu partout et ça s'est fini assez étonnamment, on va dire, si on suit la liste Altrad qui avait demandé le soutien et qui a fait une alliance avec des mouvements plutôt situés à la gauche, voire à l'extrême gauche. Quelle analyse vous faites, vous, de l'implantation d'En Marche depuis 3 ans, vous qui avez été référente du département au tout début? Quelle est à la fois votre vision et peut-être même la stratégie d'En Marche aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs choses. Bon, là, déjà, on est en période Covid, donc c'est compliqué pour faire des réunions. Oui, mais ça permet peut-être de réfléchir sur le long terme. C'est vrai qu'en termes de réunions, c'est pas du tout la même chose. On fait toujours des Zooms, etc., mais c'est pas la même visibilité. Moi, j'adorais pouvoir faire des réunions publiques où il y avait à la fois des marcheurs, des concitoyens, où on échangeait, où on débattait. Je me souviens notamment de la réunion, je crois que la dernière réunion publique que j'ai faite avant les restrictions Covid, elle était sur les retraites, sur la réforme des retraites. Il y avait encore plus d'une centaine de personnes qui étaient présentes, avec tout public mélangé. Donc c'était vivant et ça permettait de faire des choses politiquement parlant. Aujourd'hui, on peut toujours faire des réunions Zoom, mais vous n'avez pas la même émulation et c'est normal. Tout le monde vit la même chose, que ce soit dans le travail ou dans la vie politique ou dans la vie citoyenne en général. Sur les marcheurs eux-mêmes, moi je tiens à les remercier parce que ça reste des gens extrêmement engagés et positifs et volontaires pour l'avenir. Le lien a toujours été très bon. Sur les marcheurs de ma circonscription, de Montpellier, de Castelnau, etc., je sais qu'ils continuent de se réunir régulièrement. Je ne peux pas toujours assister à leurs réunions parce que j'ai l'Assemblée, mais je sais qu'ils continuent les ateliers, etc. En Marche n'est pas un parti prosélyte. En Marche n'est pas un parti et n'a jamais été un parti qui veuille, si vous voulez, convaincre et évangéliser tout le monde. Il n'y a d'ailleurs pas d'état d'esprit de rixe, même si vous avez une dizaine de personnes, comme partout, ce sont toujours la minorité bruyante qu'on entend, mais la plupart des adhérents véritablement d'En Marche, il reste les encore vrais beaucoup marcheurs. d'adhérents. Ah oui, moi d'accord. Non, parce que c'est vrai qu'ils sont assez. Oui. On les voit pas. Ce sont pas si vous voulez, ce sont pas des militants traditionnels tels que vous pouvez les imaginer dans les partis d'avant, qui veulent absolument convaincre leurs voisins, etc. Ce sont des gens fondamentalement convaincus qui ont envie de servir leur pays à un moment donné, de servir des causes, qui alimentent énormément sur les idées. Beaucoup sont déjà engagés dans la vie associative, sont déjà des gens très généreux, je trouve, avec la société. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à continuer à échanger avec eux, que ce soit individuellement ou en réunion. Mais ce ne sont pas forcément des gens qui veulent aller chercher la lumière, si vous voyez. Alors après, sur les élections, vous avez toujours, effectivement, des petites disputes à l'intérieur. À Montpellier, c'était loin d'être la petite dispute. Si je dis ça, c'est parce que vous aviez... Pas PS, pardonnez-moi, mais vu les clashs qui ont pu conduire même à des... Et ce que je veux dire par là, c'est que vous aviez à la fois Philippe Sorel, le maire de l'époque, qui avait demandé du coup le soutien, Mohamed Altrad qui avait demandé le soutien, Patrick Vignal qui avait demandé l'investiture. On a eu quand même un certain... Oui, mais là, je vois surtout la grande attractivité d'En Marche. Quand vous avez plusieurs candidats mais ça c'est fini, ça c'est assez mal fini. Bon, je dirais pas mal fini, moi je trouve que chacun a fait une campagne honorable. D'accord, mais au conseil municipal, au conseil métropolitain, vous avez très peu de représentants d'En Marche actuellement. Oui, mais sur les élections municipales, notre choix, ça a été véritablement de porter un projet qui ressemble à En Marche et pas forcément de choisir le candidat qui nous donnerait des postes. Parce qu'on n'a pas une logique d'appareil. Justement, on n'a pas une logique d'appareil. Si on avait une logique d'appareil politique traditionnel, probablement qu'on aurait donné l'investiture à celui qui, dans les sondages, avait le plus de chances de gagner. Mais ça n'aurait peut-être pas été un choix de conviction. Or, nous, depuis l'origine, nous portons le renouvellement de la vie politique, les convictions. Quand je dis le renouvellement de la vie politique, ça ne veut pas dire sortir. Vignal, c'est pas sortir tout le monde, c'est partager des idées avec des nouveaux et partager les rôles. Et ça, je pense qu'on le tiendra jusqu'au bout parce que c'est, si vous voulez, c'est un peu dans notre ADN. On n'est pas là pour placer des gens et obtenir des petits titres de pouvoir à droite à gauche. On est là pour faire émerger des idées qui n'avaient pas eu lieu dans notre démocratie depuis très longtemps et avoir l'audace
de projets, quitte à ce qu'ils ne soient pas ceux des jeux d'influence des réseaux et qui ne gagnent pas le plus de place. On n'est pas en termes de place, on est en termes d'avenir pour la société, véritablement. Il y a ce travail de conviction. C'est quelque chose que vous porterez aussi au département. Si je dis ça, c'est parce que vous êtes référente départementale avec M. Stanislas Thierry. C'est quoi qu'est-ce qui va être présenté par En Marche sur le département? Si je dis ça, c'est que ça va aller très vite. Ça va aller très vite, mais vous doutez que je ne vais pas vous donner la teneur de ce qui va arriver aujourd'hui. Au moins, parce que comme si je dis ça, c'est parce que aujourd'hui, par exemple, Territoire de Progrès, vous avez beaucoup des anciens personnels de M. Philippe Sorel qui ont rejoint Territoire de Progrès. Donc on se demande un petit peu si on va retrouver des figures politiques attendues, mais je pense aussi à une députée, Mme Patricia Mirelles, qui est En Marche, même si des fois c'est un peu compliqué, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut retrouver ce personnel-là politique demain sur En Marche au département ? Parce que ça peut être une espèce de... Pour les départementales, pour les régionales, comme pour toutes les élections à venir, ce qui m'intéresse, c'est d'être fidèle et loyal à la promesse de départ. Et cette promesse de départ, c'était de prendre les plus engagés de la vie politique qui avaient envie de porter des choses pour la société qui correspondent à nos valeurs, en accompagnant en équipe avec des gens et des profils nouveaux. Et ça, nous allons tenir la promesse. Moi, je n'aurais jamais été élue députée sans cette promesse-là. Et je tiens à ce que demain, il y ait des personnes qui puissent être élues, que ce soit conseillers départementaux, que ce soit conseillers régionaux, que ce soit sur les prochaines législatives. Il est important que nous continuions d'insuffler cette promesse de la vie politique renouvelée qui se fait avec des gens d'expérience, plus des gens qui ont des nouvelles idées. Il y a ce mélange qui est très important pour nous et que nous poursuivrons. Donc vous retrouverez très probablement des personnalités politiques déjà connues et vous découvrirez aussi des personnalités pas encore connues mais qui gagneraient à l'être et qui feraient du bien à notre territoire. Et quel est le calendrier? Si je dis ça, c'est parce qu'on est à peu près sûr aujourd'hui, ça peut encore changer. C'est comme toujours que ça aura lieu dans la première quinzaine du mois de juin, donc ça va aller relativement vite. Évidemment, sauf reconfinement ou épidémie qui va plus loin, évidemment. Quel est le calendrier aujourd'hui des départementales? Si je dis départementales, c'est toujours parce que vous êtes référente, mais si vous avez aussi le calendrier régional, ça m'intéresse. Alors, si vous voulez, ça travaille déjà. Mais si vous parlez du calendrier pour l'annonce des noms qui arriveront des binômes, je pense que ça va arriver de plus en plus vite, je dirais autour de mars probablement. D'accord. Et vous-même, vous n'êtes pas candidate du coup? Non, toujours je ne suis pas candidate au départemental. Je sais que ça a énormément spéculé sur le sujet, mais je ne le suis pas. Parce que vous faites partie des rares marcheurs, on va dire, qui n'ont pas de passif politique en dehors d'En Marche. Ouais. Et par contre, vous serez candidat à votre élection? Si je dis ça, c'est parce que ça va aller très vite. C'est un peu tôt pour le dire. C'est un peu tôt le pour calendrier le dire, s'accélérant très vite. Bien évidemment que j'aime ma circonscription et que j'aime mon mandat et que je suis très attachée. Si je vous dis ça, c'est parce que certains commencent déjà à réfléchir à qui mettre face à vous. Donc c'est pour ça que... Oui. Ça sont des gens inquiets. Et qui n'ont pas grand-chose à faire dans leur propre mandat. Parce que sinon, ils travailleraient leur mission. Ils n'ont pas besoin de s'occuper de celle des autres. Et puis, c'est une logique, encore une fois, d'appareil. Moi, je veux arriver au bout de mon mandat, pouvoir tirer un bilan honorable auprès des concitoyens qui m'avaient témoigné leur confiance. Je pense qu'il y a quand même autre chose qui va se jouer avant qui s'appelle la présidentielle. Oui. Et vous ne serez pas candidate à la présidentielle? Non, mais je pense que c'est un sujet d'importance. Oui. Et surtout, quand je vois les derniers sondages, je pense que ce serait bien d'arrêter, pour certains, de faire les malins et d'alimenter un grand populisme. Parce qu'il y a un risque? Vous pensez réellement qu'il y a un risque? Je ne sais pas, on a quand même Nicolas Dupont-Aignan qui est devant le Parti Socialiste. Moi, je trouve ça terrifiant, à la fois humiliant pour le Parti Socialiste et en même temps terrifiant pour la démocratie. Et je pense que tous les partis, tous les mouvements, tous les politiques doivent s'interroger. Quand vous faites les additions entre les partis d'extrême et les partis républicains et démocrates, quel que soit leur niveau de nuance en termes de politique publique, mais qui sont quand même des partis républicains et démocrates, moi, je suis très préoccupée par cette question-là. Et je ne cherche pas, si vous voulez, mon inquiétude, elle est pour le pays. Elle n'est pas pour ma place. Elle est pour le pays. Et je veux arriver à trouver et construire des solutions avec toute personne qui se préoccupe du pays, de l'avenir du pays, sur ces valeurs qui sont fondamentales, que celle du pluralisme démocratique, du respect de nos libertés, de la capacité à
à pousser l'égalité des chances pour tous, à responsabiliser aussi tous, à permettre de relancer l'économie de demain, parce que quand on sortira de cette crise Covid, j'espère que ça va arriver vite, je ne sais pas quand, mais quand on en sortira, il y aura ce grand enjeu aussi, ce grand enjeu de relance qui n'est pas acquis aujourd'hui. Et puis la question de la dette aussi, qui se Bien posera sûr, mais ça va ensemble. cruellement. Ça va ensemble, il va falloir relancer notre économie et arriver à relancer un plan de dépenses publiques pour éponger les dettes. Donc il y a des questions absolument fondamentales qui vont se jouer. Et face à ces questions-là, se poser la question des personnes, mais c'est tellement pas au niveau, c'est ridicule. La question, c'est celle de notre avenir collectif. Merci pour ces explications. Je vous en prie. Et quant à nous, nous retrouvons bientôt pour un prochain rendez-vous.